we're in the oil business. We're going to sell it to them. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. President Trump has behaved like a member of a criminal gang, bombing Venezuela, a sovereign country, kidnapping its head of state and his family, and killing many in the process. So we'll be selling large amounts of oil to other countries. La justice n'est pas la même selon qu'on est puissant et misérable, comme cela a été très bien dit. On a peur de Trump. L'histoire retiendra que notre époque, notre génération, vous, moi, toutes les personnes qui cliquent sur cette vidéo, qui entrent, qui s'assoient et qui se posent, en fait, nous vivons actuellement dans une sorte d'épisode de South Park. Ou alors c'est South Park qui aura trop bien réussi à prédire ou à décrire notre époque avant que parfois les choses ne se réalisent. J'avoue que ça trop le cul. Nous avons un président de la plus grande puissance au monde qui parodie des trans à la télévision. But she gets it and drops the thing, walks off the stage crying, her mother's crying, her father's crying. Qui s'agace parce qu'un autre président a parodié son chapeau iconique rouge et a parodié sa chorégraphie de campagne. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. En fait, tout ça aurait pu être drôle. D'ailleurs, ça l'est. Je dois avouer que j'ai une faiblesse pour l'humour presque enfantin de Donald Trump. Ça n'empêche pas qu'il cache un problème réel, un problème de fond, un problème que parfois j'associe même à une maladie. Vous voyez, si vous partez dans tous les pays dans le monde actuellement et vous allez à l'école, vous lisez des livres, il y a une phrase qu'on a tous appris qui n'a pas de sens. C'est une phrase qui est résumée, distribuée partout dans le monde, mais qui, quand vous regardez l'ensemble de la planète, ne semble pas avoir de sens. Cette phrase, c'est Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Vous allez me dire, oui, Stevie, qu'est-ce que tu nous dis? On a tous appris ça à l'école. C'est vrai, on a tous appris à l'école que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Partout dans le monde, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, partout, apprennent que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. La problématique de la phrase, c'est que c'est comme si, en fait, l'Amérique n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des peuples là-bas, il n'y avait rien là-bas. Comme si l'histoire ne commençait que quand l'Occident arrivait. Et ça, ce n'est pas une erreur de vocabulaire, c'est la première dystopie. Parce que dans cette phrase, il y a en réalité toutes les bases du logiciel idéologique qui va suivre. Tant que l'Occident n'est pas là, ça n'existe pas. Tant que l'Occident ne valide pas, ça ne compte pas. Tant que l'Occident ne valide pas, ce n'est pas légitime. Et c'est exactement cette logique-là, vieille depuis des siècles, qui continue de structurer notre présence. Et c'est cette logique-là qui permet à un président américain d'agir au-dessus du droit, au-dessus des autres et au-dessus d'un ordre moral que lui-même avait défini à la base, parce que le droit international sur lequel Donald Trump est passé est déjà défini par les Occidentaux eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas une rupture, c'est une continuité, d'ailleurs déjà dénoncée par Madonna en 2003. Nous sommes le 3 janvier 2026 à Caracas, la capitale du Venezuela. La ville semble être endormie et c'est pourtant là que va se dérouler une scène qui semble être presque cinématographique. Les habitants vont se réveiller en pleine nuit, explosion dans le nord de la ville, vibrations, éclairs dans le ciel, hélicoptères, silhouettes. Ils se demandent ce qui se passe et là on sait désormais qu'il était 2h01 quand les Américains ont lancé l'opération qu'ils ont appelée Opération Absolute Resolved. Je suis désolé, l'humour de Donald Trump me bute. Absolute Resolve. C'est un nom presque cinématographique, on dirait presque un nom de film américain, mais en même temps, limite, il y a un côté vraiment basique, c'est-à-dire que résolution absolue, on y va, il y a plus de 150 hélicoptères déployés par l'armée américaine. Donald Trump lui-même suit l'opération depuis sa résidence en direct, et effectivement, le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme se retrouvent très vite encerclés. Ils vont faire plusieurs appels à la population et à l'ONU pour essayer d'avoir de l'aide, mais très rapidement, les Américains vont persécuter le palais présidentiel, pièce par pièce. Ils vont retrouver le couple Maduros enfermé dans une des pièces. Ils vont les récupérer. On l'a eu. Et ces mots, ce récit que je vous donne a été lui-même retranscrit par Donald Trump. Parce que c'est à partir de ce moment-là, dès qu'ils sont arrêtés, 1 heure après, 5h19, que le show commence, à savoir que Donald Trump déclare sur son réseau social Truth Social qu'il a kidnappé le président vénézuélien et sa femme. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Et cette opération qui n'a pas été validée ni par l'ONU ni par le Sénat américain va être défendue
premièrement par le président américain qui assume de vouloir reprendre les réserves de pétrole du pays, qui est la première réserve mondiale de pétrole au monde, et qui va aussi assumer dans un second temps peu banal de désormais prendre les rênes du pays, de désormais le diriger jusqu'à nouvel ordre, avec une phrase encore une fois très trumpienne: nous allons remettre ce pays sur pied, nous ne jouerons pas les timides. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. L'action va créer une onde de choc politique à plusieurs niveaux. D'un coup, elle va ridiculiser l'ONU, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité va s'estimer lésé, il va condamner l'action, et elle va diviser plusieurs pays. On va voir qu'en France, par exemple, Emmanuel Macron va féliciter l'action, et on va voir que plusieurs autres pays, et d'ailleurs, il y a une division assez nette globale entre les pays du Nord et les pays du Sud, hormis l'Espagne, la Russie et la Chine, on va voir que les pays du Sud étaient beaucoup plus choqués, émus, voire apeurés par ce qui s'est passé que les pays du Nord, qui dans une certaine mesure, au premier abord, sont revenus sur la maladie de Christophe Colomb. But we can't take a chance after having done this incredible thing last night of letting somebody else take over, where we have to do it again. We can do it again too. Nobody can stop us. There's nobody that has the capability that we have. You know, when I watch that war in Russia going on and on and on and everybody dying, and it's like, it's primitive. Nicolás Maduro est un dictateur. Le président vénézuélien qui est en place depuis 2013 est le descendant direct d'Hugo Chavez et son héritier politique. Et sous sa gestion, on lui reproche énormément de choses. Des élections truquées, une économie totalement asphyxiée, une répression d'opposants politiques extrêmement sévère, une inflation incroyable. Sous sa gestion, plus de 6 à 7 millions de Vénézuéliens se sont échappés du pays, ce qui en fait la plus grosse exode d'un pays qui n'est pas reconnu en guerre. Ça veut dire que la situation du pays est extrêmement drastique. De plus, depuis 2024, Donald Trump accuse le pays d'être un centre de narcotrafic. Il dit que le pays est une des plus grandes bandes tournantes de la drogue au monde. Il a accusé d'ailleurs Nicolás Maduro à plusieurs reprises d'être lui-même l'un des chefs de cartel. Donc en fait, c'est un échange qui, depuis des mois, dure. Nicolás Maduro lui-même estimait qu'à un moment donné, forcément les Américains allaient venir s'occuper de son cas. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero, Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Et donc du coup, le portrait belliqueux de ce monsieur qui n'est pas confirmé sur la partie du narcotrafic. Apparemment, effectivement, il ne serait non seulement pas un narcotrafiquant, mais le Venezuela ne serait même pas une des plus grandes bandes tournantes de la drogue. Mais en vérité, cette partie, vous m'excuserez, est minime, parce que finalement le portrait était intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas sur la réalité ou dans la non-réalité de ce qu'il est, c'est sur comment il est perçu. Et au moment où il a été décrit comme ça, il a permis d'avoir le discours de fond qu'on connaît tous, à savoir le fameux discours qui disait: nous sommes allés libérer le Venezuela, nous sommes allés, en fait, là-bas ils étaient vraiment dans la merde, regardez. D'ailleurs, il y a eu plusieurs vidéos qui se sont avérées être fausses, nous disant que les Vénézuéliens saluaient l'action de Trump au début, cette action gracieuse de libérer un peu plus un dictateur. This is history in the making. I mean, my chest, it feels like it's going to explode with joy. President Donald Trump just created an opportunity for us to begin working harder than ever, because that's what we have always been doing, but now we will be working in our country. I just want to thank you, America. Yeah, come celebrate with us. We love everybody because you, America, has loved us so much. En fait, nous sommes allés là-bas parce qu'ils souffraient trop, nous sommes des êtres humains géniaux, et on voulait les aider. C'est ça la principale idée qui ressemble à l'idée qu'on connaît dans plusieurs pays africains, qui a été la même idée en Irak, en Libye. Enfin, ces logiciels qui étaient censés s'installer, notamment chez plusieurs pays européens quand ils ont soutenu Donald Trump au début, dans les premières heures, mais la plupart d'entre eux ne s'attendaient pas à une chose précise, à savoir que Donald Trump fasse du Donald Trump. Le show. Non seulement il a essayé d'humilier Nicolás Maduro en le faisant dévaler dans New York, voiture ouverte pour qu'effectivement on voit qu'il a capturé le président, l'humiliation totale, ce qui a d'ailleurs donné un joyeux ping-pong politique, parce que l'autre aussi, Nicolas étant un animal politique, on a vu les fameuses scènes où chaque fois qu'il croisait des agents de la police américaine menottés, il leur disait bonjour et bonne année, ce qui aussi montre que lui avait compris que il jouait la séquence de sa vie.
Il faut que je donne l'image du martyr. Le martyr, c'est l'homme qui marche et qui salue toutes les personnes qui l'ont arrêté, qui est tout au fond. Pendant que Donald Trump s'est gargarisé non seulement de l'avoir arrêté, mais surtout d'avoir pris possession du pays. Le problème de fond n'a pas simplement été le fait que Donald Trump capture Maduro. Le problème de fond qui a gêné tous les pays occidentaux est que Donald Trump et l'administration Trump ont assumé qu'ils n'ont pas simplement capturé Maduro pour les Vénézuéliens. Il a parlé de barils, de pétrole, de revenus, d'organisation et il a dit clairement, ce pays est trop important pour qu'on le laisse comme ça. On ne peut pas avoir à côté de nous quelque chose que nous ne pouvons pas utiliser. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. Là, vous vous dites à ce moment de la vidéo, oui, mais beaucoup de pays occidentaux l'ont fait. L'Espagne, le Portugal, la France. Beaucoup de pays occidentaux sont passés par la même méthode. Oui, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais assumé ça de cette façon. Donald Trump a juste exposé le logiciel à une époque pire où le monde entier est capable de le voir. Il a mis carte sur table, il a dit « voici ce qu'on fait » et pire, il a dit après « ne vous inquiétez pas, pour les autres pays dans le monde, on va continuer ». Il a prévenu que nous sommes capables d'aller encore plus loin. Cuba, Colombie, on peut arriver chez vous. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. Cuba always survived because of Venezuela. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. Alors, pour ne rien enlever au burlesque de la situation, Donald Trump a assumé le fait que ça l'agaçait de voir Nicolas Maduro parodier sa danse, parce que Nicolas Maduro parodiait la fameuse danse de Trump. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. Il avait aussi parodié les fameux chapeaux Make America Great Again. Et chez lui, c'était non à la guerre, oui à la paix. Donc en fait, il a aussi ramené toute la partie de l'ego qui fait partie du show, mais qui n'a pas retiré l'onde de choc. Now I like Venezuela very much. I don't talk about Venezuela in a negative. I think it's a wonderful country. They said we have 50 million barrels. Hard to believe, Eric. It's the equivalent to $5.2 billion. That was the first day. And it's now traveling nicely to the United States. And we've had a great relationship with the people that are currently they say the interim president and everybody else. And it's been, I think a lot of pressure has been released. Un pays souverain est désormais administré par une puissance étrangère sans mandat international clair, sans consultation populaire, sans mandat de l'ONU et surtout, bien que de nombreux analystes politiques nous expliquent que c'est la volonté populaire, en fait, sans vote. Ce qui s'est joué ici, ce n'est pas qu'une opération militaire, ce n'est pas qu'une démonstration de force, même si elle est très claire, et que bien évidemment, les Américains sont déjà prêts à s'emparer du Groenland et à tordre la main au Canada et au Danemark. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. C'est surtout, et c'est le point qu'on suit, une opération de requalification. Qui décide qu'un président d'un pays souverain est un dictateur? Qui décide qu'un pays doit être géré à sa place? Et qui décide qu'une intervention militaire devient une intervention légitime, voire divine? Parce que là, ce qu'on vient de voir, on est reparti sur les bases exactes mêmes de la colonisation et le seul petit bémol qui nous manquait, c'est-à-dire que le seul petit truc qu'on peut se dire, bon, il y a le petit truc là qui fait que c'est pas encore totalement colon et c'est arrivé parce que bon, quand même. Et oui, on n'avait pas les églises et on a eu plusieurs pasteurs américains qui ont dit que le pétrole du Venezuela appartient de droit aux États-Unis, que c'est Dieu qui leur a dit. Eh ben oui. And the natural oil does not belong to the forces of darkness or to those who thought that they could bring a one world order. And the oil of the natural and the oil of the spirit is mine, says the Lord. Comment faire une bonne colonisation sans Jésus-Christ? Alors quand même.
Là, je vois certains venir. Bon, vraiment, eux, ils ont été battus par leur propre héros, à savoir Donald Trump. C'est-à-dire que une bonne partie des gens qui étaient prêts à nous expliquer que oui, non, mais allez vivre au Venezuela, vous allez voir comment c'est dur et tout. Mais en fait, ils ont été eux-mêmes défaussés par Trump parce que Trump a été trop clair sur les arguments précis de sa conquête. They said we have 50 million barrels. It's the equivalent to $5.2 billion. That was the first day. And it's now traveling nicely to the United States. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. Et donc, les arguments n'étant pas le fait de sauver le peuple et étant parfois trop personnels, ça a cassé d'un coup le fameux mythe qui protégeait l'Occident de son propre regard. Parce qu'il s'agit d'un regard. Beaucoup d'Occidentaux se disaient, en fait, on va sauver le monde. On est des Christophe Colomb. Beaucoup de guerres occidentales ou alors de conquêtes occidentales étaient cachées par le fait de se dire, nous sommes les bons, nous sommes les gentils, on va sauver le monde. Le fait d'avoir assumé totalement l'idéologie commerciale en 2026 a changé le paradigme parce qu'il s'agit bien sûr d'une histoire de regard. Il s'agit d'une histoire de regard sur soi et il s'agit d'une histoire de regard sur les autres. Et l'un des exemples les plus parlants de tout ça, c'est bien évidemment un homme qui a énormément parlé de l'impérialisme américain, à savoir Nelson Mandela. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? What I'm condemning is that one power with a president who has no foresight, who cannot think properly, is now wanting to plunge the world into a holocaust. Et là, je vois une levée de bouclier. Non, mais Stevie, pourquoi Mandela, Maduro, c'est un chien, un porc, il maltraitait sa population, Mandela, c'est un ange et tout. Et en fait, justement, parce que nous sommes dans une logique d'analyse de regard. C'est-à-dire que nous nous servons de ce qui se passe dans l'actualité pour analyser le regard. En vérité, Maduro, Trump et tout ça nous permettent d'analyser comment fonctionne le regard et la mentalité de Christophe Colomb. Mais ça ne veut absolument pas dire que tout se vaut. Vous me connaissez, j'aime suffisamment la nuance pour ne pas penser que tout se vaut. Je pense d'ailleurs à des égards que Maduro est un président abominable qui, pour le pire qui puisse être, vaut clairement Trump. Voilà. Je pense qu'idéologiquement, Trump et lui doivent pas mal se valoir. C'est pour ça qu'on les retrouve à danser de la même façon pendant qu'une bonne partie de leur population souffre. Mais le cas Mandela est le cas le plus emblématique de ce qui compose un regard parce que je n'ai pensé qu'à lui en voyant effectivement tous les médias internationaux dérouler le fameux discours qui dit « Oui, mais en fait, le Venezuela a été sauvé par Donald Trump ». Déjà, ce discours était totalement opposé quand on a eu la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, en fait, ça a créé un choc en Occident et le discours était totalement anti-russe. Là, d'un coup, on nous explique que, en fait, vu que c'est un pays du Sud, c'est pas très grave. On a l'habitude, on les sauve et tout. Et l'histoire de Mandela est toujours une des histoires les plus probantes de ce que c'est que le regard international parce qu'il faut repartir sur ce qu'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un État colonial où la hiérarchie de la race était une institution, c'est-à-dire que c'était légal, inscrit, et qu'une minorité blanche dirigeait le pays, avait quasiment toutes les ressources, et donc était en échange économique avec le reste du monde. La population majoritaire noire était une population subalterne. On soit très clair, ça a duré jusqu'en 90. 90, c'était hier soir. C'est extrêmement récent. Janet Jackson avait à peine sorti Rip Nation. Donc, en Afrique du Sud, un pays africain, donc en Afrique, les Noirs étaient privés de droits juridiques, sociaux, moraux et même de mobilité. C'est dans cette Afrique du Sud-là donc que vient Mandela, qui est un avocat et qui est bien loin du personnage pacifique et lisse qui a été présenté à la fin de sa vie. Mandela, à la base, c'est quelqu'un qui est un stratège, qui a des idéologies politiques et qui veut sortir la population noire de la gangrène dans laquelle elle se trouve. Il fonde donc le parti ANC, African National Congress. Dans les années 50, il choisit donc, avec son parti, de faire des actions non violentes. L'ANC manifeste, proteste contre la majorité blanche qui gangrène totalement l'extrême population noire en Afrique du Sud. Et ils sont arrêtés, abattus, violentés jusqu'en 1960, effectivement, à Sharpeville. Il y a des manifestants pacifiques de l'ANC qui sont abattus. À partir de là, Mandela va changer de fusil d'épaule. Il va se dire que on a essayé par tous les moyens d'être pacifique, on va commencer à avoir des actions plus violentes. Les actions plus violentes de l'ANC vont être de cibler, et c'est très important,
des infrastructures. Je répète, de cibler des infrastructures. Pourquoi? Parce que il ne voulait absolument pas toucher aux civils. Le but, c'est d'attaquer des symboles de l'État pour faire en sorte que la communauté internationale, le monde entier les regarde et voit la souffrance et l'extrême déconnexion qu'il y a entre les deux peuples qui vivent sous la même joute dans un territoire africain. C'est incroyable. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le monde se met à regarder l'Afrique du Sud. On commence à voir les actions de Mandela qui, effectivement, passent de militants à terroriste. C'est à ce moment précis que Mandela devient terroriste au regard, le mot regard, n'oubliez pas, du monde international. Are there many educated Africans in South Africa? Yes, we have a large number of Africans who are educated and who are taking part in the political struggles of the African people. The question of education has nothing to do with the question of the vote. On numerous occasions, it has been proved in history that people can enjoy the vote even if they have no education. Of course, we desire education, and we think it's a good thing. But you don't have to have education in order to know that you want certain fundamental rights. À ce moment précis, le régime sud-africain qui esclavagise une majeure partie de sa population sous le prisme de la race est l'allié économique de la majeure partie des pays occidentaux, notamment des États-Unis, un allié stratégique et surtout un rempart anticommuniste. Ils ne veulent absolument pas que ce régime-là change. Mandela menace l'ordre établi par l'Occident et qu'est-ce qui va se passer? Il devient donc illégitime. Et c'est donc là qu'il va y avoir le fameux procès qui, franchement, si vous n'avez pas bien compris l'histoire de Mandela ou alors vous regardez ça de loin, vous le voyez juste en papy qui croise les bras par-ci par-là et vous ne comprenez pas d'ailleurs l'opposition entre Winnie Mandela, parce qu'il y a une opposition très forte idéologique sur la entre Winnie Mandela et Nelson Mandela. Si vous n'avez jamais regardé le procès de Rinovia de Nelson Mandela, franchement, faites-vous ce plaisir, regardez-le. Faites-vous ce plaisir, même si vous comprenez l'anglais de façon hachée, regardez-le. Pourquoi? Parce que Mandela et plusieurs autres cadres de l'ANC vont être accusés de terrorisme et de sabotage. Et ils vont monter devant les tribunes pour se défendre et ils vont assumer. Mais ils vont pas assumer de façon, ils vont assumer d'une façon grande comme on en a rarement connu historiquement. Parce qu'ils vont venir, ils vont dire oui, on a effectivement saboté. Oui, on a, parce qu'ils sont aussi accusés de collaboration avec des puissances étrangères, parce qu'il y a d'autres pays étrangers, africains, qui essaient d'aider Mandela à se sortir de là. Et donc, ils vont dire, oui, on a fait ça. On a essayé d'avoir des actes de sabotage, on a participé à la branche armée, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et donc, ils vont raconter toute l'histoire. Ils vont dire, regardez toutes les actions qu'on a fait depuis les années 50, qui étaient non violentes. On n'a pas été entendu, on a été frappé, on a été violenté, on a été encore plus enseveli. On a même été tué pour ça. Ensuite, nous sommes passés à ces actions violentes, mais on n'a jamais essayé de tuer quiconque. On a toujours essayé d'avoir au moins de l'exposition et de faire comprendre que la souffrance. Et d'ailleurs, Mandela explique très bien, parce que c'est un avocat, il dit très bien que quand on contient une population, d'ailleurs ça ressemble au discours de Tupac, quand on contient trop longtemps une population dans la souffrance et dans la dépression, quand on les met trop souvent en joute, on ne peut attendre que de la violence. Et il va défendre son point de vue. Il va parler de l'exclusion totale des Noirs du pouvoir politique, le fait qu'ils soient dépossédés des terres, le fait qu'il y ait des villes entières où les Noirs ne puissent pas entrer en Afrique du Sud, d'ailleurs c'est encore le cas jusqu'à nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de droits syndicaux pour eux, l'absence de salaire ou alors des salaires dérisoires. Il va tout dégrainer et il va dire à la fin, les Noirs ne sont pas, et ça c'est important, pauvres et maltraités en Afrique du Sud par accident. Ils sont pauvres et maltraités en Afrique du Sud parce que c'est inscrit dans la loi. Having said this, I must deal immediately with the question of sabotage. We believe that as a result of government policy, violence by the African people had become inevitable. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il va dire ça au procès, et c'est très important aussi, où tous risquaient la peine de mort, parce que c'était ça. Ils risquaient tous la peine de mort. Nous sommes dans les années 60, c'est récent. Ils risquaient tous la peine de mort pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Le monde entier les traitait de terroristes.
Dans le procès d'ailleurs, on l'accuse à un moment donné de vouloir une domination noire parce que les noirs sont plus nombreux, parce que du coup ils sont inquiets, ils disent oui non mais si on leur laisse les droits, il dit non, moi je veux effectivement que la société soit égalitaire aussi bien pour les noirs que les blancs. Moi je veux que ce que je prône va aussi aider les blancs en fait à mieux vivre entre nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va tous nous servir sociétalement. C'est pas une société, je suis pour une société multiraciale. Malgré le fait que Mandela va dire tout ce qu'il va dire là, à la fin du procès, il va sortir la fameuse phrase que peut-être que certains connaissent où il va dire « J'ai chéri l'idée d'un idéal démocratique et d'une société libre et je suis prêt à mourir pour ça ». Il va pas être condamné à mort, il va être condamné en 1964 à la prison à perpétuité. Il va sortir de prison en 1990 et c'est là que beaucoup de gens, notamment les plus jeunes, vont découvrir le personnage Mandela, cet homme très respecté dans le monde, qui est vraiment pour l'union, pour la paix. Mais j'ai parlé des 27 ans avant de l'histoire de Mandela parce que souvent elles sont ignorées ou alors romantisées. Mais les 27 ans ou les 30 ans, parce que enfin, les 40 ans en vérité de l'histoire politique de Mandela avant qu'il ne sorte de prison sont vitales sur ce que nous sommes en train de voir, à savoir le regard. Parce que dans ces années-là, il était terroriste. Il était vu par le monde occidental comme terroriste. La problématique maintenant, c'est que si vous écoutez ce qu'il dit, c'est l'un des discours les plus humanitaires de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est extrêmement humain. Ce qu'il dit est extrêmement cohérent. Mais au moment où il le dit, les intérêts économiques occidentaux ne collent pas avec ce qu'il dit. Donc du coup, il est considéré comme terroriste parce que les intérêts occidentaux ne vont pas dans son sens. Donc du coup, ils sont totalement capables d'accepter que les Noirs soient maltraités, limite esclavagisés sur leur propre terre, tant que ça ne dérange pas les intérêts économiques. Et la personne qui s'oppose à ça, à mon système, à ma manière de voir les choses, à ma manière de dire que je suis Christophe Colomb et que je décide et que je dis et je voilà, ben en fait est un terroriste. Et le mieux dans l'histoire de Mandela, qui renforce cette idéologie du regard dans laquelle nous vivons et qui nous gouverne, n'est pas le fait qu'il soit devenu président des États, pas le fait que on l'ait adoubé partout dans le monde. Le mieux qui représente bien l'idéologie ferme et extrêmement impérialiste des Américains, c'est que Mandela a cessé d'être un terroriste, a été retiré de la liste des terroristes américains en 2008. Je répète une troisième fois. Mandela est sorti de la liste des terroristes américains en 2008. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. When Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. Killed a lot of innocent people. You are still suffering from the effects of that bomb. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union. To say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? Parce qu'encore une fois, une énième fois, ce sont toujours eux qui décident du regard. Et c'est pour ça que ce que Donald Trump a fait n'est pas en réalité une surprise. C'est pour ça que ce que je vous dis n'est pas que Maduro et Mandela sont pareils. En revanche, ce que ça met en exergue, c'est que le logiciel ne fonctionne que sur ses intérêts depuis sa création. Si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, alors Trump peut tout à fait administrer le monde. Si l'Occident est le point de départ de l'histoire, alors il peut en être le juge. Le vrai mensonge n'est pas Donald Trump, il est beaucoup plus ancien et particulièrement aidé par le cinéma et même la musique. À ce moment de la vidéo, je sais que vous pourriez être un peu perdu. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations, surtout qu'on se dit qu'on est un peu là quand même pour parler à la base de culture, de musique, et que je sais que comme pour certains, je parle de Usher et de Brandy et que je pleure sur du Rosalia, ben en fait, je suis un imbécile fini. En plus, je suis un homme noir, donc le fait que je sois journaliste à la base, que j'ai travaillé pour France Info, Arte, Public Sénat, enfin pour eux, c'est vraiment en mode non, il doit être vraiment bête à la base. Il doit être bête. C'est Internet qui l'a sauvé. Mais
Restez avec moi. Restez avec moi parce que là, effectivement, je sais que vous êtes prêts pour qu'on parle de Nicki Minaj. Vous vous dites, ah, Nicki Minaj, Mandela, tout ça. Est-ce que sa carrière s'est terminée? Et je veux que, vu qu'on va aborder Nicki, vous ne perdiez pas de votre chemin ce que je veux qu'on voit depuis le début, à savoir le regard. Vraiment. C'est-à-dire que focalisez-vous. Enlevez le maximum d'émotions possible et restez sur le regard. Comment on regarde les choses et qui regarde et qui voit quoi. Parce que Nicki Minaj, effectivement, est devenue l'une des seules artistes en soutien de Donald Trump. Elle a commencé par dire qu'elle le soutenait en vertu du fait que elle défendait les chrétiens. Elle est une vraie chrétienne. D'ailleurs, elle a changé son style vestimentaire. Vous la voyez vraiment habillée vraiment comme les sœurs d'église. Et c'est assez hilarant pour quelqu'un qui chantait Anaconda. Mais alors du coup, elle a fait plusieurs apparitions. Elle est à l'ONU. In Nigeria, Christians are being targeted, driven from their homes, and killed. Churches have been burned. Families have been torn apart. And entire communities live in fear constantly. Elle a dit à quel point Donald Trump était exceptionnel. Well, I have the utmost respect and admiration for our president. He has, I don't know if he even knows this, but he's given so many people hope that there's a chance to beat the bad guys and to win and to do it with your head held high and your integrity intact. This administration is full of people with heart and soul, and they make me proud of them. Our vice president, he makes me, well, I love both of them. They're both powerful men. Smart, strong, all of that. Tout ça, en vérité, s'inscrit dans un schéma plus classique de l'attrait émotionnel. C'est-à-dire que Trump a un gros souci qui est à la fois une grosse force et une faiblesse. Vous l'avez vu d'ailleurs récemment parce que il a renommé le Kennedy Center, le fameux temple de la culture américaine où on a vu tous les concerts, Aretha Franklin, enfin, tous ces moments incroyables, il l'a renommé en Kennedy Trump Center. Pourquoi? Parce que l'angle faible de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas de célébrité avec lui. Il n'en a que très peu. Il n'a pas d'artiste qui l'aime. Paradoxalement, c'est aussi une force parce que comme lui-même il est une célébrité, en fait ça lui permet aussi de pouvoir toujours être le centre de l'attention. Mais c'est vrai que c'est un angle mort pour un gouvernement américain. Et c'est pour ça donc d'ailleurs que avoir Nicki Minaj, une femme noire qui va à l'ONU vraiment et qui joue les saints et qui dit à quel point il est extraordinaire et à quel point elle soutient son action, c'est une bonne chose pour eux, même si en réalité, je vous le dis tout de suite dans notre analyse, Nicki Minaj c'est une bécassine. C'est-à-dire que on a suffisamment fait de longs formats sur elle pour comprendre que le problème ce n'est pas Trump, ce n'est pas Cardi B, ce n'est pas les gays, ce n'est pas les lesbiennes, ce n'est pas les trans, enfin, c'est Nicki Minaj. Elle retranscrit toujours, et je vous l'avais dit dans la vidéo il y a 3 ans sur Megan Thee Stallion, je vous avais dit, Nicki, vous lui donnez un numéro 1, elle sera contente, tant qu'il n'y a personne d'autre en face. Si vous lui donnez une 20e place et vous lui dites, en fait, je supprime toutes les autres rappeuses, elle va prendre la 20e place au lieu du numéro 1. Et au moment où elle prendra la 20e place, ça va la calmer 3 mois. Et au bout des 3 mois, elle va retrouver le moyen d'avoir un problème avec quelqu'un d'autre. J'avais même sorti une phrase, je crois, il y a 6 ou 7 ans sur cette chaîne, je vous avais dit qu'elle était capable de se fighter avec sa couette. Ça se vérifie. C'est une frustration constante et le fait qu'on ne le voit pas, je l'ai déjà dit, c'est parce que c'est une femme noire et que comme elle a du succès, on a du mal à voir la blessure derrière. Mais elle ressemble à plein de tantines. J'avais pris un exemple très simple. Je vous avais dit qu'il y a plein de tantines qu'on a dans nos familles qui ont tout réussi et qui ont toujours la haine sur des petites choses. Et elle a ça. Elle se dit qu'en se ralliant à Trump, comme Beyoncé, Cardi B et Jay-Z sont plus démocrates, en fait, ça lui donne un apport de force et que désormais, en fait, elle pourra mieux se battre contre ses ennemis. Mais il n'y a pas, malgré ce que vous pourriez penser, une intellectualisation autre de ce qui lui arrive, surtout que son mari est condamné pour un crime fédéral. Ce qui veut dire que Donald Trump ne peut même pas le gracier. Si Donald Trump voulait le gracier, il ne peut matériellement pas le gracier, ni son frère d'ailleurs, qui lui-même est un pédo. Donc en fait, et elle l'a assumé sur Twitter en disant que oui, en fait, pour pouvoir se battre contre ses prétendus ennemis, Jay-Z, Beyoncé, Cardi B et tout, elle se rapproche de Trump. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est vraiment peu intéressante sur le fond de l'analyse qu'on est en train de faire. Elle n'est même pas américaine, c'est-à-dire que c'est vraiment bécassine.
invited into a black person's house since, except Nicki Minaj's, but who wants to go over there? Mais l'opposition directe à Nicki Minaj, c'est les artistes qui vont la blacklister et qui vont bientôt, progressivement, la chasser du mainstream. Et ici, vous allez être très surpris parce que je ne soutiens absolument pas Nicki Minaj, vous le savez. Mais on connaît Hollywood, on connaît l'Amérique. Et quand je parle de l'Amérique, je parle de l'Amérique avec un grand A. Et je vais donc revenir sur un titre de Madonna qui s'appelle American Life et vous raconter peut-être les prémices de cette sortie-là. En 2002-2003, lors des prémices de la guerre en Irak, Madonna va sortir la chanson American Life. American Life est un titre très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il critique sur le fond et de façon limite anthropologique ce que c'est que les États-Unis, le fait que le mode de vie américain consiste à prendre chez les autres, à écraser les autres et à se maintenir grâce à ça. Et elle dit donc du coup, je quitte le mode de vie américain, chose intéressante, elle n'est plus jamais retournée vivre aux États-Unis. Ce qui va se passer au moment où Madonna va faire ça est très intéressant. Parce que les plus anciens le savent, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Madonna est censurée. Les médias américains décident qu'il ne faut pas diffuser le clip de cette chanson de Madonna et qu'il ne faut pas diffuser ce titre de Madonna en radio. D'ailleurs, American Life, c'est l'un des plus gros flops de la grande époque de Madonna. Je crois qu'il fait 700 000 ventes sur les territoires américains. C'est abyssal pour la grosse pop star qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a boycott. Toujours dans la même période, il y a une histoire qui, selon moi d'ailleurs, mériterait une vidéo entière. Mais comme elles sont très peu connues en France, j'hésite toujours à en parler. C'est les Dixie Chicks. Les Dixie Chicks, c'est le plus grand groupe de country américain. Et pour moi, c'est un groupe d'ailleurs fabuleux. Je le classe parmi mes top 5 top 10 quand même des meilleurs groupes féminins que je connaisse parce qu'elles sont exceptionnelles. Les Dixie Chicks, Harmony, On Point, et ce sont donc des chanteuses qui vont avoir un succès absolument fou aux États-Unis. Elles ont des albums à 10 millions, 12 millions de ventes sur le territoire américain. Ce sont des superstars. Vraiment, il faut vraiment vous rendre compte de la culture américaine. Et elles vont commettre malgré tout le péché ultime. Le péché ultime, c'est qu'elles vont critiquer l'action américaine en Irak. Je répète, elles vont critiquer et être contre l'action américaine en Irak. À ce moment-là, leur public de base républicain va avoir la réaction la plus folle que je connaissais à l'époque. En fait, à l'époque, moi, je les prenais pour des fous furieux. C'est que quand j'ai vu que les gens de gauche étaient capables d'avoir les mêmes attitudes qu'eux, que je me suis dit, en fait... peut-être que c'est moi qui suis fou. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont organiser un boycott en masse du groupe, mais un boycott, l'un des boycotts les plus violents musicaux que je connaisse. Parce qu'elles vont perdre une immense partie de leur fanbase. Et on a encore des vidéos des gens dans les rues en train de brûler leurs CD. Ce qui, pour moi, est un acte extrêmement grave. C'est limite encore plus grave que de supprimer la musique des plateformes, même si c'est du même acabit. Voilà, c'est le fait de brûler les CD. Ça montre la violence de la chose. Et leur carrière n'a plus jamais été pareille. Elles sont revenues en 2006 avec un petit succès 2 millions et leur dernier retour en 2020 était totalement flopé. Surtout, en plus, elles ont changé de nom pour se battre contre le racisme. Enfin, ça a été une mort claire pour ce groupe qui a pourtant énormément vendu aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'un des groupes top 3 des meilleures vendeuses féminines de la musique américaine. Et elles ont perdu leur carrière sur le fait de critiquer, pas le président, et ça c'est très important. Elles ont critiqué le mode de vie américain. Elles ont critiqué le drapeau américain. Elles se sont attaquées au drapeau. Et c'est d'ailleurs là la nuance que je vous amène avec Nicki Minaj. Nicki Minaj soutient Donald Trump et Hollywood déteste Donald Trump. Vous le voyez dans les cérémonies, la principale cible des acteurs. Chaque fois que vous regardez une cérémonie depuis 10 ans, en fait, vous voyez que les acteurs, ils vont facilement attaquer Trump. Enfin, ils ont toutes, et des punchlines super drôles parce que moi, j'ai un humour facile. Donc voilà, ils y vont. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Mais maintenant, sans tomber dans la propagande et sans tomber dans l'exagération, quand on regarde bien les acteurs et justement la structure de Hollywood, il y a quand même quelque chose qui revient. Hollywood, qu'on adore, c'est les films, voilà, on a tous des films américains préférés, reste quand même un argument de soft power incroyablement fort. Peut-être l'argument de soft power le plus fort de toute l'histoire
moderne. Pourquoi? Parce que nous aimons tous les films américains. Nous avons tous des films américains préférés. Et Hollywood, à chaque fois que l'Amérique est face à quelqu'un, nous propose des films où effectivement les méchants deviennent les personnes auxquelles ils font face. C'est-à-dire qu'à une époque, pendant la guerre contre la Russie, en fait, les Américains étaient les gentils face aux Russes. Quand on a eu le 11 septembre, tous les films américains d'action et tout, c'est les Américains qui sont gentils face aux pays arabes ou alors face aux terroristes musulmans. Et ça, c'est pas une invention de Music Phoenix ou un complot, je sais pas trop quoi. Enfin, vous regardez tous ces films américains. Par exemple, quand on regarde Rocky, je trouve que c'est un magnifique exemple de soft power. C'est-à-dire que quand vous regardez le film, le gars qui est cool, qui est gentil, auquel on a envie de ressembler, qui est humain, qui se bat et tout, en fait, c'est Rocky. Et je crois que c'est Drago qui est froid, distant, il a pas d'émotion. Et en fait, c'est toujours quasiment comme ça. C'est-à-dire que le héros américain est celui auquel on va s'identifier parce qu'il est doux, il est humain, il a des valeurs, il prône la liberté, le courage. Et l'autre est toujours le mec un peu déshumanisé et tout. Et c'est le même schéma qui réapplique à chaque film. Et là, vous allez me dire, oui, mais peut-être que comme ils sont américains, non. Et ça, ce n'est pas fait de manière innocente parce qu'on sait, par exemple, que sur plusieurs, pas sur tous, films américains, le Pentagone américain a son mot à dire. C'est-à-dire que l'armée américaine aide officiellement les productions hollywoodiennes sur le matériel, l'accès conseillé si le projet, écoutez bien, respecte les conditions. Donc, l'US Army explique par exemple qu'un officier de projet vérifie les représentations conforme au script approuvé. Le Pentagone peut aussi fournir une aide financière à certains films américains et aux assistants de production, et l'aide doit contribuer à la compréhension du public et peut bénéficier au recrutement ou à la rétention. Et les bureaux de liaison, et souvent donc les ex-Marines, peuvent aussi relire certains scripts hollywoodiens pour pouvoir valider la cohérence par rapport à ce que eux-mêmes ont vécu. Et on le voit et ça continue parce que bizarrement, depuis quelque temps, on a de plus en plus de films américains où les méchants sont les Chinois. D'ailleurs, dans Red Dawn, le remake là, à la base, on sait que les méchants étaient les Chinois et qu'ils ont été obligés de changer parce que le gouvernement chinois a dit qu'ils allaient interdire le film chez eux et donc du coup ils ont mis des Nord-Coréens. Mais petit à petit, de manière très bizarre, Hollywood, ils étaient chez les Russes, ils étaient chez les pays arabes et bizarrement maintenant, les Américains sont en bisbille avec les Chinois et Hollywood nous sort des films où on commence à voir de plus en plus de Chinois qui n'étaient pas forcément leurs adversaires avant. Ce que je veux dire par là, c'est que dans n'importe quel pays, on raconterait la même chose, on dirait que c'est de la propagande. Nous, on peut pas dire que c'est la propagande parce que nous, on est dans le monde libre, le monde des émotions, le monde de la démocratie, donc on est obligé de se dire que, en fait, il diffuse quand même des valeurs humaines. Et c'est aussi là, donc, le piège, pour moi, de ces fameux acteurs qui critiquent Donald Trump. Parce que les acteurs qui critiquent Donald Trump critiquent effectivement, et c'est important de le comprendre, le personnage de Donald Trump. Mais beaucoup d'entre eux sont les stars qu'ils sont, je ne dis pas tous, parce qu'ils sont eux-mêmes, et c'est là la duplicité de la chose, la dichotomie qu'ils vivent, des stars de ce que Donald Trump met en exergue. Donald Trump applique le script américain. Ce qu'il fait n'est qu'une représentation de ce qu'on a vu dans plein de films et qui nous semble peut-être plus brutal parce que c'est dans la vraie vie, mais en vérité, c'est un rapport de force qu'il connaît et qu'il contrôle. Ce qui gêne profondément, c'est qu'il a enlevé tout l'affect, toute l'histoire de courage, de liberté. Il a dit non, c'est bon, c'est pour moi, je veux prendre, je prends. D'ailleurs, il y avait un parallèle fabuleux et même drôle de voir plusieurs médias, même en France, dire que oui, le Venezuela, vraiment les Vénézuéliens sont libres. Ce qui s'est passé avec Donald Trump, parce qu'il y avait ce tweet que j'ai pas cité tout à l'heure, quand une narco-dictature est une menace directe, a écrit Sarah Knafo, notamment par le trafic de drogue en inondant les États-Unis et l'Europe de ce poison, c'est elle qui viole notre souveraineté, alors ce n'est plus de l'ingérence que d'agir, c'est de la légitime défense. D'autre part, qui a fait le droit international pour le peuple vénézuélien depuis 1999. Un peuple affamé par un régime criminel qui a détruit un des pays les plus riches du monde et déstabilisé toute la région. Le droit international de M. Mélenchon et consorts protège les tyrans contre les peuples au lieu de protéger les peuples contre la tyrannie. Je préfère un réalisme qui sert la liberté et défend nos intérêts qu'un égalisme qui protège les bourreaux qui nous menacent. Écoutez, moi j'ai envie de signer. J'ai envie de signer sur ce qu'elle a dit, Madame Knafo. Et de voir que Donald Trump et ses équipes n'avaient absolument pas cet argumentaire. Ils disaient, oui, maintenant les Américains vont avoir le pétrole. Merci aux Vénézuéliens de nous avoir donné le pétrole. Ils ont assumé totalement du début à la fin l'argumentaire de la colonisation. Taking out a dictator in Venezuela, how does that help the average American?
Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put leverage on our enemies. Number two, it makes sure that if Americans need high-quality, low-cost power, we're always going to have access to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence, which makes people afraid to cross us in the future. Some of the best ways that you maintain the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. So I think it's good for us in a lot of different ways. We also have to remember, Jesse, this is in our neighborhood. This is not Iraq. This is not 7,000 miles away. This is in our neighborhood. If we cannot follow the basic principle, which has been a cornerstone of American foreign policy for 200 years, that we control our neighborhood, a lot of bad people are going to take advantage of it. What the President of the United States said is, in our neighborhood, the United States calls the shots. That's the way it's always been. That's the way it is again under the President's leadership. Et sauf que dans une ère où on a essayé de nous vendre la colonisation comme étant oui, on a construit des routes, on les a aidés, ils ont assumé qu'en vérité, c'est un rapport de force où j'arrive chez toi, je prends ce qui m'est dû et comme je suis plus fort que toi, je vais t'imposer les règles de comment ce sera écrit et réécrit. Et ce récit-là, donc, du coup, même si Hollywood est très à gauche, on est d'accord, c'est vraiment la gauche américaine et tout, mais en fait, il est très souvent entretenu par Hollywood. La preuve en est que plein de films qui critiquent militairement les actions américaines sont souvent interdits ou boycottés chez Hollywood. Ils retrouvent quand même dans tous leurs débats, dans toute leur misère, le fait qu'on est américain et on fait bloc face à l'adversité. Il y a un moment qui était particulièrement intéressant, c'est la loi, la fameuse loi Walls-Powers de 73. Lorsque l'Amérique est en guerre, je crois, contre le Vietnam, je crois que c'est en 72 ou 73, je sais plus exactement, mais en tout cas, je sais que cette loi-là est ressortie de fait par plein de médias occidentaux. Et moi, là, j'ai rigolé. Parce que plein de médias occidentaux ont dit Donald Trump n'avait pas le droit d'attaquer le Venezuela vu que le Congrès américain n'avait pas validé. C'est une loi qui est censée autoriser ou alors réguler l'action militaire américaine à l'extérieur. Le président est censé rendre compte au Sénat pour que le Sénat donne l'autorisation d'aller bombarder. Et donc, d'un coup, beaucoup de gens ont dit que l'action de Donald Trump était illégale aux États-Unis et qu'effectivement, ce qui est vrai, on est d'accord, c'est une action illégale. Donald Trump n'avait pas eu l'aval du Congrès américain qui, d'ailleurs, juste après, a dit oui, on n'est pas d'accord. Enfin, ça, c'est vraiment ridicule. Oui, ils sont venus dire oui, c'est déjà passé, mais on n'est pas d'accord, on est contre et tout. Ok. Mais vous savez pourquoi c'était drôle, ce moment-là? Parce qu'en fait, et c'est vraiment, je sais pas si vous continuez à suivre, je vous amène. Mais si vous suivez notre fil, cette loi date de 72. Elle n'a jamais été appliquée. Et j'ai été ravi de voir le vice-président Vance là le dire aux médias avec tout le mépris qu'a l'administration Trump, parce qu'ils les ont méprisés en répondant, en disant que on s'en fout, et ils ont eu raison. Than any disagreement in policy. If you look at the people who actually voted, every single one of them have supported the administration's plan. Second of all, as the president, I believe himself has already said, every president, Democrat or Republican, believes the War Powers Act is fundamentally a fake and unconstitutional law. It's not going to change anything about how we conduct foreign policy over the next couple of weeks, the next couple of months. And that'll continue to be how we approach things. Go ahead. Ils ont eu raison, pourquoi? Parce que depuis 72, l'Amérique a fait combien de guerres partout dans le monde? Combien de présidents américains ont lancé des petites guerres par-ci par-là, des interventions militaires, et à aucun moment le Congrès n'a réagi et n'a rien dit. Là, d'un coup, on nous dit oui, mais en fait, le Congrès américain est tout à fait au courant que George Bush a bombardé l'Irak et plein d'autres, et Obama a bombardé je sais pas combien de pays. Ils ont jamais réagi parce que tant que ça concerne les intérêts américains, mais en fait, ils ne le font pas. On n'a jamais vu George Bush ou autre président américain, même son père, être mis au pilori aux États-Unis pour les actions qu'ils ont commises à l'extérieur. Donc, d'un coup, venir nous sortir le Congrès américain n'avait pas de sens. Et c'est pour ça, en vérité, que ce qui se passe, grosse force, bien sûr, au peuple vénézuélien, n'est pas déplaisant de façon analytique, parce que ce que ça nous montre en réalité, c'est que ça nous montre un schéma, une visibilité sur le schéma. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui terrorise tous les pays européens, parce que le second tabou que Donald Trump est en train de faire sauter, c'est le tabou qui dit que ça ne s'appliquait que de façon coloniale. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'on va aller annexer des peuples ou alors leur apprendre la civilisation qui est bien ancrée, c'est le syndrome de Christophe Colomb. Et il fonctionne, ou alors fonctionnait toujours très bien, chez tous les pays du Sud. C'est pour ça que quand vous comparez les réactions sur le Venezuela, où les gens étaient en train de féliciter, et les réactions sur le Groenland, vous voyez qu'il y a une énorme différence. Mais pourquoi? Oui, les Vénézuéliens avaient un président horrible, mais on sait maintenant avec Donald Trump que c'est pas la raison. La raison, c'est juste que moi, j'ai besoin du Groenland, je le prends. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for
a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. Écoutez bien ce qu'il dit à ce moment. C'est-à-dire que c'est un script de film. On n'aurait pas pu rêver mieux dans un film. C'est-à-dire qu'écoutez ce qu'il dit. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Et les autres, d'un coup, se sentent violentés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça peut leur arriver. Chaque fois que c'était ailleurs, chaque fois que c'était des pays qui étaient pas européens, on pouvait toujours trouver des raisons, on pouvait toujours se rassurer avec n'importe quoi, de liberté, de tout, pour pouvoir aller piller des pays et après les abandonner, comme ça s'est fait avec l'Irak, l'Iran et tous les autres. Mais là, d'un coup, c'est un pays européen. Donc du coup, quelle est la raison morale qui ferait qu'on puisse faire à nous ce que nous-mêmes on fait aux autres? En fait, ils ne la trouvent pas. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. Parce que justement le regard, et c'est dans ça que le fait que les acteurs hollywoodiens s'érigent contre Trump et son action est très légitime, mais qu'en même temps, en décrivant eux-mêmes l'Amérique tout le temps comme les gendarmes du monde, dans un film américain, quand les aliens viennent nous envahir, ils atterrissent toujours aux États-Unis, et dès que les Américains les battent, en fait c'est bon, le monde. En fait, ils décrivent cette logique-là, qui est juste la même logique appliquée par Trump. Et je tiens à vous dire une chose. Oui, effectivement, Kamala Harris et tous les autres politiciens de gauche, de la gauche américaine sont vent debout contre Donald Trump et son action, avec beaucoup de légitimité. Mais, je suis sûr à 90%. Je sais que je ne suis rien du tout. Je suis juste un petit analyste sur YouTube. Que les acquis de Donald Trump en politique internationale resteront les acquis des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que le Venezuela et le Cuba, tout ce qu'il est en train d'attaquer là, tout ce qu'il est en train de prendre là, s'il réussit à prendre tout ça, quand la gauche sera au pouvoir, ils vont pas vous rendre. Sachez-le. Ils seront fâchés et tout. Ils vont dire, oh, c'est nul, ils vont quand même garder les mêmes choses. Et d'ailleurs, la bonne comparaison, c'est souvent l'image de George Bush et celle de Obama. En termes de volume de guerre, c'est très clair. George Bush passe clairement Obama. Mais, en vérité, George Bush fait 2 grandes guerres internationales, il va debout et tout. Il montre les chars. Obama va continuer pas mal de guerres. Obama, c'est la guerre plus diffuse. Obama est au pouvoir, il est cool, voilà, il rigole, il danse avec nous, mais chaque jour il est en guerre. Il est au Yémen, au Pakistan, en Libye. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que factuellement, il a plus de guerres. Mais là où il est très intéressant, Obama, c'est que la guerre est plus diffuse. C'est-à-dire que c'est plus des guerres stratégiques, technologiques. Il nous montre pas les grands chars, en fait. Il nous montre juste le côté idéologique que Hollywood adore, le côté où vraiment on va en guerre par-ci par-là pour sauver le monde, pour leur apporter la liberté, enfin, comme d'habitude, le même discours. Mais le danger de la stratégie d'Obama, c'est que non seulement ça fait plus de guerre, mais c'est une habitude. Pendant le mandat d'Obama, on était habitué au fait que l'Amérique soit en guerre un peu partout par là. On savait qu'ils étaient là-bas pour pouvoir sauver les gens. Il y avait moins le côté, effectivement, grand char, mais on était habitué. C'est passé plus facilement, avec un visage beaucoup plus doux. Ce visage-là, d'ailleurs, que Hollywood adore, parce que les acteurs hollywoodiens, ils adorent Obama. Mais ce que j'essaie de vous faire voir, c'est que si vous demandez aux fameuses personnes qu'on est allé libérer en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Libye et tout ça, quel est le bilan? Je suis pas sûr que pour eux, il y a une grosse différence entre le bilan d'Obama en politique extérieure et le bilan de George Bush. Au contraire, parce que ce sont des Américains. Alors, nous avons la chance de vivre des pages qui sont écrites dans l'histoire. C'est pas tout le temps. Donald Trump nous le permet et moi, je le remercie juste sur cet aspect-là. Parce que je ne pensais pas vivre ce que je vis actuellement. Et la manière dont ce sera écrit dépendra de la personne qui l'écrira. Mais il y a une chose qui est hyper intéressante et qui est peut-être l'élément le plus dramatique et le plus ubuesque de l'histoire. C'est bien sûr l'élément du prix Nobel. Obama
a eu le prix Nobel. Vous savez que Trump, lui, il est obsédé par le fait d'avoir le prix Nobel de la paix. Parce que lui, malgré le fait qu'il ne soit pas dans la magouille de la liberté, en fait, il estime quand même que, il mérite ce prix-là. Il a stoppé pas mal de guerres dans le monde, donnez-le lui. Sauf qu'apparemment, les gars du prix Nobel de la paix ne veulent pas le lui donner. Il se trouve que l'opposante principale, Venezuela, avait reçu le prix Nobel de la paix. Et qu'est-ce que cette dame a fait? Elle a d'abord promis d'aller remettre le prix Nobel à Donald Trump. Quand elle l'a fait, j'ai pensé qu'elle était folle. Et finalement, non, elle est allée aux États-Unis et elle lui a remis le prix Nobel de la paix. Mieux encore, quand on lui a demandé dans l'interview, elle a dit « Ah, mais je lui ai donné parce qu'il le mérite. Il le mérite !» In spite of the Nobel Prize Committee saying that you couldn't transfer your Nobel Prize to anyone, especially President Trump, you did today. Why did you do that? Because he deserves it. And it was a very emotional moment. I decided to present the Nobel Peace Prize medal on behalf of the people of Venezuela. And I told President Trump where I found also inspiration to do that. It went very well. I'm very grateful for the opportunity I had to speak with President Trump. Something I've been looking forward for a very long time. Et c'est symbolique à deux niveaux, on dira extrêmement violents. Le premier, c'est qu'il faut l'associer au fait que le Venezuela a désormais accepté les conditions économiques de Donald Trump. S'en est félicité en disant que oui, le pétrole est à nous, bravo, voilà. Le Venezuela a accepté les fameuses conditions imposées sur les prix et non-prix d'ailleurs du pétrole vénézuélien. Et maintenant, dans cette femme qui s'est battue longtemps contre le pouvoir de Maduro, qui a d'ailleurs donc reçu le prix Nobel de la paix pour ça, et elle est aux États-Unis et a fait des interviews qui sont totalement lunaires, où vraiment les yeux qui brillent, elle explique comment Donald Trump est extraordinaire, vraiment comment il le mérite, comment c'est un homme fabuleux, voilà. On voit comment elle le chouchoute et elle se prend un tonneau d'injures partout sur la planète. Vraiment, les gens disent qu'elle est folle. Vraiment, c'est qui cette malade mentale? Mais ce qu'elle confirme de façon très claire et dérangeante en réalité, c'est que le Venezuela est désormais dans une position de pays colonisé. Et quand on est colonisé, on ne négocie plus. Tu t'agenouilles devant l'empereur et tu viens lui demander, et voilà. Est-ce que dans ta grande bonté, vraiment, Seigneur, est-ce que tu veux nous accorder un peu de liberté? C'est exactement ce qu'elle fait. Et le truc qui est encore plus marrant, c'est que nous tous, on se dit, mais c'est bizarre parce que à la base, il était venu leur donner la liberté. Maintenant, comment est-ce qu'elle peut encore venir demander un peu, vraiment, je me suis battu toute ma vie contre ce gars, est-ce que tu peux me donner un peu de pouvoir? Le gars, il n'en a rien à cirer. À la fin, il a dit qu'il ne se rappelait plus de son prénom, qu'elle est charmante, mais que bon, voilà, quoi. Il va jamais lui donner le pouvoir à elle, parce que c'est lui qui conserve la liberté. C'est lui qui dit que la liberté, c'est ça, et c'est pas ça. Donc, du coup, de fait, même si elle lui donne le prix Nobel, elle peut ne pas se sentir libre comme elle veut, mais lui, il a décidé qu'elle est libre, donc elle est libre. Mais le point le plus intéressant, c'est que, regardez, personne ne l'a forcé. Personne n'a aussi forcé les Vénézuéliens, en réalité, à décider de, finalement, céder aux intérêts américains après la prise de Maduro. On pourra, d'ailleurs, dans 500 ans, écrire une histoire en disant que, en fait, non, Donald Trump est venu sauver les Vénézuéliens, il a retiré Maduro, et après, les Vénézuéliens, tellement heureux, en liesse dans les rues, en larmes, on dit Donald Trump, bou, 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 ou so sexy, ou là là, ils ont commencé à danser sa danse, ils lui ont dit, frérot, on te donne le pétrole, et vraiment, notre Gola, l'opposante, va te donner le prix Nobel de la paix. En fait, l'histoire peut être racontée comme ça. Alors, je vous le raconte en rigolant, mais en fait, c'est glaçant. C'est glaçant parce qu'en livre d'histoire, et vous êtes d'accord avec moi, on pourrait très bien faire un livre d'histoire, et d'ailleurs les Américains pourraient le faire. C'est parce que pour le moment, la personnalité de Donald Trump vous rebute trop. C'est-à-dire que vous restez trop focalisé sur Trump. Trump n'est pas une rupture sur le schéma. Trump est une rupture dans le discours. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est peut-être ce que je vous explique depuis le début de cette vidéo. C'est-à-dire que c'est son discours qui change. Mais en fait, la structure ne change pas. C'est pour ça que dans 500 ans, en réalité, on peut très bien raconter l'histoire en vous disant que Donald Trump est allé sauver les Vénézuéliens et qu'à la fin, ils lui ont donné le pétrole et que la présidente lui a donné le prix Nobel de la paix. Et nous pourrions en vérité y croire parce que personne ne l'a forcé, elle le fait. On l'a vu sourire, on a vu l'interview. Mais ce qui disparaîtrait totalement si on racontait cette histoire de cette manière-là, et qui la rendrait donc fausse, c'est le principal rapport entre colons et colonisés. C'est-à-dire que ce rapport de soumission qui a rendu ce geste possible. S'il n'y avait pas eu le rapport de soumission et de colons et de colonisants, elle n'aurait jamais fait ce geste-là. Et c'est d'ailleurs là que je vous invite pour beaucoup qui souvent dans les livres d'histoire, vous nous expliquez que oui, vous avez lu très souvent que oui, en fait les Africains vendaient leurs enfants parce qu'ils étaient habitués à se vendre entre eux et tout.
Voilà comment ça se passe en fait. Je ne suis pas en train de dire que comparaison est raison. Je vous dis que la structure est la même. La structure qui fait en sorte que dès que tu te retrouves dans un rapport où effectivement quelqu'un te domine, ben en fait, tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses. Et la preuve, cette femme est en train de donner son prix Nobel et tous les pays développés qui prennent la liberté et tout la regardent faire et pensent que ce qu'elle fait là, c'est au nom de la liberté. Donc ça renforce au côté glaçant de son geste qui prouve aussi que les Américains n'ont jamais été là pour sauver les Vénézuéliens. S'ils avaient été là, elle qui s'est battue toute sa vie pour ça, bah en fait, ils l'auraient un peu plus boosté pour pouvoir prendre le pouvoir. Ils n'en ont pas l'intention. Ils ont l'intention, comme Donald Trump a dit, de faire du business. Et c'est pour ça que cette scène me semble importante parce qu'elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais neutre. Selon la personne qui la regarde, les mêmes faits peuvent produire des récits totalement opposés. Et c'est exactement comme ça qu'on a longtemps raconté l'histoire de la colonisation. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vois que la droite, plus ou moins rigide, qui se fait d'ailleurs dépasser par Trump parce qu'ils se sont un peu surpris de Trump va plus loin qu'eux, mais je vois qu'Édouard Philippe et plein d'autres disent que la colonisation avait des bienfaits et tout. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire. Ben en fait, regardez, quand ils ont fini de dire ça, comment, même sur CNews, c'est très intéressant de voir comment, pour le Venezuela, ils étaient en mode vraiment Christophe Colomb et tout, et comment ça a changé dès que, vu que c'est une structure sur les pays du Sud, ben en fait, dès que c'est arrivé sur le Groenland, ils n'ont pas du tout le même discours. Alors qu'en fait, bah moi, pauvre petit Kirikou, si on me dit que la colonisation c'est une bonne chose, j'ai envie de me dire que bah le Groenland, ils ont qu'à être pris par les Américains, ils ont qu'à se donner aux Américains. Bah, les Américains, peut-être qu'il n'y a pas assez de routes au Groenland, il y a peut-être pas assez d'hôpitaux vu qu'il fait un peu froid. Si on fait plus, les Américains ont des moyens, le Danemark a des moyens, mais pas comme les Américains. Je vois déjà certains me dire oui, mais Stevie, le Groenland, ils ont la démocratie, voilà. Mais n'oubliez pas que Donald Trump, c'est lui-même la liberté, c'est lui le monde libre. Donc du coup, partant de là, même si le Groenland est démocrate à 95%, bah on peut se dire quand même que Donald Trump étant la liberté, il peut les pousser à 99% ou à 100%. Et c'est-à-dire que il peut les pousser à aller au maximum de ce que c'est que la démocratie et de la liberté. On n'est jamais parfait. Mais comme Donald Trump, c'est celui qui juge, voilà, bah il peut les pousser à aller vraiment plus loin, quoi. Un prof de répétition du soir, vous voyez ce que je veux dire? Moi, en tant que Kirikou, je me dis, bon, pourquoi pas? On connaît pas d'artistes groenlandais. Je veux dire qu'il peut leur apporter aussi la culture. Nicki Minaj ira faire des concerts, Beyoncé ira dire là-bas que looking so crazy in Greenland, looking so crazy. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on pourra connaître des artistes, des duos, je sais pas. Moi, de mon point de vue, en petit Kirikou, je me dis pourquoi pas, vu qu'on vante les bienfaits de la colonisation. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'ai fait le début de cette vidéo au début de l'histoire et quand j'ai fini la vidéo, j'ai vu qu'il a finalement fait son coming out de vrai guerrier de Christophe Colomb, vu qu'il a dit que ce n'est pas parce que le Danemark s'est installé là-bas il y a 500 ans que le territoire leur appartient. Ça veut dire que maintenant, non seulement il a exploité toute la logique de Christophe Colomb, mais il est en train de la renvoyer contre les pays européens, ce qui est un vrai séisme pour eux. C'est ça qui les fait trembler. C'est que leur propre logique qu'ils ont adoptée pendant très longtemps, d'un coup, non seulement a été balayé de tout son logiciel émotionnel, la liberté et tout, mais qu'en plus on peut le leur retourner contre eux. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and you know they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. Ça, c'était totalement inattendu. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse socio-politico-culturelle, on va dire ça comme ça, qui revenait sur tout ce qui s'est passé récemment. On est passé par pas mal de chemins, mais j'espère que vous avez gardé en ligne de mire le regard, le fait que, très important, les mêmes faits, selon la personne qui le regarde, peuvent produire un récit totalement différent parce que c'est exactement ce qu'on vit, c'est exactement le monde dans lequel on est inscrit depuis très longtemps. Et je dis encore une fois que moi je suis pas anti-trumpiste de base parce qu'en vérité ça m'intéresse pas et que dès que tu es anti-trumpiste tu es censé te rallier à l'autre camp et ça ne m'intéresse pas non plus de me rallier à l'autre camp parce que je déteste le paternalisme qui n'est qu'une autre tentacule du syndrome de Christophe Colomb. En revanche, j'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments d'analyse sur cette affaire et sur la manière dont je vois le regard. J'ai vraiment envie de rappeler à la fin de cette vidéo que Miley Cyrus a créé le twerk pour vous faire un peu sourire, mais parce que, vous savez, la fameuse idéologie qui avait fait en sorte que partout dans les médias, le jour où Miley Cyrus twerk au VMAs, on dise que Miley Cyrus a créé le twerk, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, mais on en discutera dans la suite, parce qu'il y aura forcément une suite, on va faire des suites sur cette analyse politique.
Ben en fait, elle est extrêmement liée à ce que je viens de vous dire. C'est parce que toutes les journalistes qui l'ont dit, toutes les personnes non noires qui ont vu moi les soirées twerker avaient déjà vu des femmes noires twerker. Parce que le hip-hop cartonne depuis plus de 20 ans. C'est parce qu'au moment où elle le fait, elle est une femme blanche populaire, que le regard change. C'est-à-dire que c'est toujours la même logique de Christophe Colomb. Et c'est d'ailleurs la logique qui explique une chose que je ne partage pas. L'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle n'existe pas en Afrique. Aucun Africain ne va vous parler d'appropriation culturelle vu qu'il ne vit pas de façon directe chaque jour. Quand une femme blanche se tresse, il s'en fout. En général, les personnes blanches et les personnes africaines sont les personnes qui sont avant debout contre l'appropriation culturelle. Pourquoi? Parce que les personnes qui vivent en Afrique se disent mais une femme blanche se tresse ou quoi, on s'en fout. C'est les personnes qui vivent en Occident qui ont le problème parce qu'elles se disent mais dès qu'elle va se tresser, elle va exister alors que moi je n'existe jamais. Et c'est la même maladie. Christophe Colomb. Dès que j'arrive, j'existe. Même les youtubeurs qui reprennent les analyses des youtubeurs noirs et qui vont faire des millions, c'est le même truc. Mais ce sera pour la suite. Je vous ai déjà trimballé dans trop d'éléments. Maduro, Mandela, Nicki Minaj, Hollywood. Vous devez en avoir marre de moi. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié cette analyse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et réfléchissez-y. Quand vous allez vous dire que oui, les Africains se sont vendus, pensez toujours au prix Nobel, là. À comment on peut raconter l'histoire de ce prix Nobel qu'on a vu, vous et moi, et à comment donc, du coup, si vous faites l'analogie, comment est-ce que les peuples africains se sont sentis au moment où on a voulu les coloniser? Parce que eux, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire du business. Le Venezuela ne voulait pas faire du business avec les Américains. Les Américains ont trouvé le moyen de faire le business avec eux et de le leur imposer. Donc, du coup, quand on nous explique que oui, bah, les gens voulaient se vendre, bah, moi, je suis pas sûr. Enfin, je doute. Mon petit doigt me dit que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on verra comment ça se passe avec le Groenland, qui a toute ma solidarité malgré tout. Mais bon, je me dis que, encore une fois, en tant que petit Kirikou, peut-être que ça va leur apporter des bienfaits. Je sais pas.